Très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Midi 1 pour ce nouveau numéro de votre émission, le débrief. Des responsables militaires congolais et ougandais ont fait le point en mi-novembre sur l'opération chargée de lutter contre le mouvement armé des forces ADF. Cette opération conjointe, baptisée Shuja, est présente depuis 3 ans en République démocratique du Congo pour faire face aux rebelles ADF qui sévissent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette rencontre entre militaires fait suite au sommet entre le président Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux pays entendent d'ailleurs poursuivre leur coopération militaire contre les ADF, un groupe armé affilié à Daesh. Quel bilan de la coopération militaire conjointe entre la RDC et l'Ouganda? Quelle perspective dans le cadre de la traque des combattants ADF? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous irons en Mozambique où les autorités ont interdit depuis le 15 novembre les manifestations dans le pays. Le Mozambique connaît des vagues de contestation de l'opposition suite à la victoire à la présidentielle de Daniel Chapo, candidat du Front de libération du Mozambique Frelimo, le parti au pouvoir. Ces protestations ont occasionné une trentaine de morts depuis octobre et des dizaines de blessés. Quelles conséquences de ces manifestations au Mozambique? Quelle issue à la crise post-électorale qui sévit dans le pays? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Mamadou Thior, vous êtes journaliste, également analyste politique. Heureux de partager avec vous à nouveau ce plateau. Merci de l'invitation, Daouda. Et je dis bonjour à vos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci également à vous d'avoir répondu présent. Et en face de vous, un autre confrère, M. Ibrahima Kamara, journaliste spécialisé en relations internationales. Merci également, Ibrahima, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Daouda. C'est un plaisir de vous rejoindre sur le plateau du débrief. Et je reste d'ailleurs avec vous, Ibrahima. Que vous inspire cette coopération entre forces armées ougandaises et rwandaises dans le cadre de la lutte contre les combattants ADF? Alors, cette coopération, Daouda, devrait être saluée. Et logiquement, son objectif est d'éradiquer ces combattants ADF qui pourrissent le quotidien des populations quand même du Nord Kivu. Malheureusement, on se rend compte que les attaques continuent de plus belle, même si du côté des armées conjointes, on annonce souvent que les ADF sont neutralisés, ils sont malmenés, ils sont actuellement hors d'état de nuire, mais on se rend compte que dans des localités telles que Béni, les attaques continuent de plus belle. Alors, l'importance aussi est de comprendre l'objectif de ces groupes armés qui opèrent comme bon leur semble dans certains endroits, et on se pose la question de savoir que font-ils dans cette partie de l'Afrique. Et ils occupent également souvent ces parties-là qui sont en tout cas riches en ressources naturelles et en minerais. Exactement. Et d'où les enjeux de leur combat. Leur objectif, c'est peut-être de s'enrichir parce qu'il y a quand même cette richesse énorme de cette partie du Congo qui attire les convoitises et qui ne cesse de nous faire comprendre les enjeux, l'importance des enjeux dans cette partie du Congo, et malheureusement les populations périssent. Et quel direz-vous, Thior, de cette coopération qui, je le rappelle, aura 3 ans le 30 novembre prochain? Daouda, un bilan mi-figue, mi-raisin, parce que quand on voit, comme l'a dit mon co-débatteur que je salue au passage, Camara, les attaques n'ont pas cessé, même s'ils ont diminué, il faut le reconnaître. Et que ça soit en Ituri, au Nord Kivu, comme vous l'avez rappelé, les populations vivent sous la hantise de ces attaques-là, des ADF, et on sait un peu les enjeux qui sont derrière. Lors de la rencontre entre les deux armées, on a vu que le patron de l'armée ougandaise a fait preuve de triomphalisme. Le général Mbari a dit aux populations qu'il faut faire confiance à eux, les militaires, et qu'ils vont éradiquer les ADF. Donc le dire, c'est très facile, mais quand on voit un peu comment les ADF continuent à décimer un peu les populations civiles, ça veut dire qu'ils ont encore du chemin à parcourir, d'autant plus que bon, peut-être si du côté ougandais on est plus ou moins aguerri à la guerre, le problème c'est l'armée congolaise. L'armée congolaise
que le président Tshisekedi avait promis de faire monter en puissance. On a vu ce que ça a donné. C'est une armée qui n'est pas à la hauteur de sa tâche. Et avant qu'on en revienne même à l'armée congolaise, vous parliez tout à l'heure de cet appel, en tout cas, du chef d'état-major ougandais, le général Badi, aux populations aujourd'hui congolaises. Déjà, il y a un constat qui est fait. C'est comme si aujourd'hui la ligne de front n'a été fait que déplacée. On a l'impression que la ligne de front, plutôt qu'aujourd'hui d'éradiquer ce fléau-là, on a l'impression que la ligne de front a été déplacée. Puisque de plus en plus, l'a rappelé tout à l'heure Ibrahima Kamara, on note en tout cas les attaques de ces ADF, surtout dans la zone de Béni. Oui, et le problème c'est que comme la ligne de front s'est un peu déplacée, on sait que les ADF ont un peu la caution morale de l'autre voisin, le terrible, le fougueux Rwanda. Donc de ce côté-là, ça les arrange parce qu'ils attaquent et s'ils sont acculés, rien ne les empêche de se retrancher dans le Rwanda voisin. Et c'est là la grosse difficulté. Moi, je pense que tant que Tshisekedi et Kagame ne parleront pas, et franchement, pour briser la glace, parce que entre eux, c'est l'inimitié totale à la limite, il faut que les deux présidents se parlent et vraiment mettre balle à terre et puissent prendre conscience que bon, les ressources du sol, parce que ça profite plus au Rwanda avec toutes ces immenses ressources. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ça au point que les populations civiles dans cette partie de l'Ituri et du Nord Kivu continuent à faire les frais des ADF parce que c'est ça qu'il faut déplorer du côté de Kagame. Je pense qu'il y a un certain cynisme parce que souvent, à partir de ces attaques-là, dans des zones extrêmement riches, donc quelque part, en mettant un peu la main basse sur ces zones-là, ça peut profiter aux protecteurs rwandais. D'où en tout cas l'appel de la plupart des pays voisins des deux pays à en tout cas se retrouver, essayer de discuter pour trouver une solution à cette crise à l'est de la RDC. Et malgré les avancées, Ibrahima, notées dans cette mission conjointe entre l'Ouganda et la RDC, l'on note aussi depuis 3 ans, je le rappelais tout à l'heure, un déplacement des lignes de front. Avec aujourd'hui des attaques qu'on note dans la zone de Béni et d'autres localités à l'est, perpétrées par ces hommes armés des ADF affiliés qui, je le rappelle, à Daesh. Qu'est-ce qui justifie selon vous cette situation, c'est-à-dire ce déplacement de la ligne de front? Mais c'est une guerre asymétrique, Daouda. C'est ce qu'on voit dans les autres pays aussi qui sont envahis par les terroristes. Donc ce sont les mêmes formes de combat qu'on voit de part et d'autre. Donc ces combattants-là, il est très difficile de les maîtriser puisque les guerres ne sont pas conventionnelles. Et aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord avec Thior qu'il est impératif que Tshisekedi accepte la main tendue de Kagame. Vous ne pouvez pas mener un tel combat en ignorant vos voisins, alors qu'on sait que nos frontières sont source de repli. Donc, si les pays ne sont pas vraiment en concordance, mais ça ne peut profiter aux ADF. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette partie du Nord Kivu. Aujourd'hui, la RDC doit comprendre qu'il ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. En même temps, il y a les M23, d'autre part aussi, qui opèrent et dont Tshisekedi a du mal à maîtriser aussi. Donc, il n'y a pas que l'Ouganda, mais aussi le Rwanda a une grande part de responsabilité aussi dans ce conflit qui ne cesse de s'agrandir de part et d'autre. Et donc, on a du mal à comprendre la position de Tshisekedi, qui doit jouer balle à terre, qui doit accepter la main tendue de ses voisins et essayer de s'asseoir autour d'une même table pour trouver une solution. Pour essayer ensemble de trouver une solution. Et Thior, pour ce qui est de ce que vous développiez tout à l'heure, à savoir aujourd'hui cette question de l'armée congolaise, est-ce qu'il n'est pas temps, d'ailleurs ça a été promis en tout cas par Félix Tshisekedi pour son premier mandat, la réforme de l'armée congolaise, mais il n'a pas pu le mener aujourd'hui pour ce qui est de son premier mandat. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'aller vers cette réforme-là de l'armée congolaise? Tout à fait, parce que c'est ce qui va être un début de solution. Vous avez vu, avant les militaires ougandais, il y a eu d'autres forces, les forces de l'Afrique de l'Est, à qui on a demandé de partir parce que, semble-t-il, les Congolais n'étaient pas satisfaits, les forces de la SADC. Il faut d'abord compter sur soi avant de compter sur les autres. Et par la suite, des forces de l'Afrique de l'Est remplacées aussi par les forces de l'Afrique australe. Tout à fait, la SADC. Donc ce qui fait que le problème, c'est que Tshisekedi devait faire en sorte que cette montée en puissance, qui était
un de ses thèmes de campagne pour son premier mandat, qu'il puisse vraiment tenir ça. Mais quand on regarde un peu comment les militaires de RD Congo sont traités, les gens n'ont pas la volonté parce qu'ils sentent que l'État central à la tête duquel se trouve Tshisekedi ne met pas les moyens. Et ça, les gens sont démoralisés et découragés. Et ça peut expliquer le fait que, à la limite, les gens ne combattent pas parce qu'ils se disent que là, ils vont au casse-pipe. Et là, pour revenir un peu à cette solution à l'africaine, je pense que, comme le disait Camara, il faut que la médiation du président angolais Lorenzo, qu'on puisse l'appuyer, parce que vraiment il se démène comme un beau diable, mais entre les deux présidents, les gens jouent à cache-cache. Rappelons-nous récemment, lors du sommet de l'EIF en France, le deuxième jour, Tshisekedi a boudé à cause du Rwanda. Je pense que c'était une occasion. Est-ce qu'il n'est pas temps donc pour les autres de se retrouver pour essayer de trouver une solution en tout cas par rapport à la situation à la RDC, d'autant plus que depuis quelques mois quand même, on voit le président rwandais Kagame qui en tout cas fait part de sa disponibilité à discuter avec son homologue congolais pour une solution à la situation. Et c'est pourquoi il faut appuyer la médiation angolaise. Et c'est là où moi j'invoque le rôle que l'Union africaine peut jouer. Peut-être en premier lieu, les organisations sous-régionales de cette partie de l'Afrique, mais aussi appuyées par l'Union africaine pour faire en sorte que cette médiation angolaise, parce que c'est un voisin qui n'a aucun intérêt, parce que quand on regarde, on soupçonne l'Ouganda de tirer profit de l'instabilité, même si des appuis militairement, on soupçonne l'Ouganda, et c'est pareil pour le Rwanda, les deux voisins. Donc, si on a un voisin comme l'Angola, qui est à la limite désintéressé et qui a beaucoup de pétrole, à la limite qui n'est pas intéressé par le sous-sol de l'Est de la République démocratique du Congo, je pense qu'il faut faire bloc autour de cette médiation angolaise et arriver à faire que les deux présidents s'asseyent pour se parler. Et Ibrahim, vous, quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, surtout avec cette progression notée de ces groupes ADF? Je pense que le combat devrait être mené sur plusieurs fronts, au-delà de la médiation dont a parlé mon grand frère Tchor, entre les différents pays qui se partagent ces frontières. Tshisekedi a aussi intérêt à réformer l'armée en profondeur. Il y avait des intentions, je pense, mais il n'a pas été vraiment jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Et il est hyper important, il est impératif de réformer l'armée congolaise afin de mettre en place vraiment une armée très très solide. Mais aussi au-delà de l'Afrique, on se souvient qu'il y avait un embargo des armes par rapport à la RDC. Ceci aussi est un point important et qu'il devrait activer sa diplomatie pour faire comprendre au monde entier l'utilité et l'importance de livrer des armes pour qu'ils puissent faire face à cette insécurité. Un embargo qui avait finalement été levé suite à cette diplomatie en tout cas menée par le président congolais. Mais faut-il savoir toujours qu'il y aura toujours des réticences quand même du côté des Occidentaux et des observateurs qui vont souvent tirer la sonnette d'alarme pour éviter que le pire ne se produise. Puisque souvent on a tendance à entendre ou à lire chez certains observateurs qui avertissent qu'attention, il faut éviter des bains de sang, il faut éviter certaines tueries qui peuvent aboutir à ce qu'on sait aujourd'hui. Mais il est important quand même que Tshisekedi fasse jouer plusieurs cartes et soit sur plusieurs fronts. Le front diplomatique au niveau régional, mais aussi au niveau international. C'est important pour lui. Et que Kagame est indispensable à un processus pour permettre à cette zone d'être vraiment sécurisée. Et quelle lecture faites-vous de l'extension aujourd'hui de ces violences à l'est de la RDC? On a comme l'impression que depuis plusieurs années, malgré les tentatives, que ce soit militaires, diplomatiques, politiques et j'en passe, on a comme l'impression qu'il y a cette progression-là également des violences ou de cette situation qu'on connaît à l'est du pays. On en parlait tout à l'heure, j'en parlais avec toi tout à l'heure. C'est un cancer qui a fini par gangréner cette région. Et donc, cette violence
a divisé depuis très très longtemps et il continue de plus belle sous plusieurs formes. On en voit, on en revoit, et donc chaque groupe armé essaye de s'agripper sur une portion de terre, un territoire bien défini pour lui aussi profiter des ressources. Et donc tant que toute la région ne se retrouve pas pour régler le problème définitivement, ça va perdurer encore. Et il faut que Kagame aussi, peut-être que c'est ce que l'Ouganda a très tôt compris, il faut que Kagame comprenne que quand il y a du feu chez son voisin, mieux vaut aller l'aider à l'éteindre, puisqu'on ne sait jamais. Cette insécurité peut s'agrandir et gangréner toute la région. D'autant plus que nous l'avons vu d'ailleurs au Sahel avec l'extension en tout cas de la menace terroriste qui aujourd'hui est allée jusqu'à impacter des pays du Golfe de Guinée. Justement. Donc il faut que tous les chefs d'État qui sont dans cette région comprennent qu'ils ont tous intérêt à faire face à ce fléau, à cette insécurité, afin que la région puisse vivre tranquillement, puisque ce sont les mêmes peuples qui migrent de part et d'autre des frontières. Aujourd'hui, si le Rwanda est accusé d'avoir vraiment une part de responsabilité dans ce conflit, c'est parce qu'il y a une forte migration de ces combattants qui ont quitté le Rwanda depuis plusieurs années pour s'engouffrer en RDC ou ailleurs. Et donc le problème est vraiment comme les rebelles ADF, certains également sont d'origine ougandaise. Justement. Les leaders de cette rébellion ADF. Les régions périphériques partout dans le monde sont tout le temps comme ça. Ce sont les mêmes peuples qui migrent de part et d'autre des frontières, surtout en Afrique. Et Thior, on en revient à l'Ouganda et à la RDC, et les deux, en tout cas, chefs d'État, après avoir exploré ou bien vu le bilan de ces 3 ans de la coopération militaire conjointe, se disent engagés, en tout cas, à poursuivre cette coopération-là. Tout à l'heure, vous le disiez, un bilan mi-figue, mi-raisin. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir, selon vous, ou corriger, en tout cas, dans le cadre de la poursuite de cette coopération militaire pour éradiquer les rebelles ADF? Oui, pour y arriver, il faudra aller au combat frontal parce que vous voyez par exemple la MONUSCO qui est là-bas depuis plusieurs années n'est plus en odeur de sainteté avec non seulement les autorités mais même les populations locales de cette partie du pays qui se demandent à quoi servent ces forces-là. Donc aujourd'hui, il apparaît clairement qu'il faut aller combattre. D'ailleurs, le retrait est en cours de cette force-là qui est la MONUSCO. Tout à fait, c'est peut-être le mandat qu'il fallait revoir parce qu'on ne peut pas. C'est vrai, au début, vous venez pour vous interposer, mais au fur et à mesure que ça évolue, il faut que les Nations Unies puissent changer le mandat. Mais malheureusement, comme au Mali, la MONUSCO devra plier bagage. Et c'est là où, pour répondre à la question, il faudra que les deux armées, du côté rwandais, c'est une armée plus ou moins aguerrie, mais du côté congolais, il faudra peut-être remonter le moral des troupes pour qu'ils daignent aller se battre au nom de la patrie, parce que ça, il y aura beaucoup de morts. Parce que du côté des ADF, avec les ressources tirées du sous-sol et le trafic illicite des armes, donc ils ont de quoi faire face. C'est pourquoi très souvent d'ailleurs, quand on pense qu'on les a décimés, ils reprennent du poil de la bête. Et c'est ça qui gêne un peu les présidents. Regardez, cette opération Souza a démarré depuis 3 ans. Quand même, 3 ans, ce n'est pas 2 jours. Et là, on se demande, est-ce que réellement ils ont fait des progrès? Oui, peut-être par rapport à la fréquence et à l'intensité des tueries. Là, disons, ces dernières semaines, ça a un peu diminué. Mais attendons-nous à ce que, de manière sporadique, qui continue à tuer ces populations-là. Et tant que ce sera le cas, je pense que cette opération Souza sera considérée comme un échec. Il faut vraiment faire en sorte de doter les deux armées qui sont sur le terrain pour aller trouver les ADF là où ils se trouvent. C'est vrai, cette région de la RD Congo est vaste. Pour faire la guerre là-bas, c'est très très difficile. Il faut se doter les moyens et se donner les moyens pour faire cette guerre-là. Et d'ailleurs, à l'occasion du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, les chefs d'État congolais et ougandais se sont rencontrés à Entebbe en Ouganda. Et c'est là qu'ils ont fait savoir qu'ils sont pour la poursuite de leur coopération dans le cadre de cette lutte-là. Que pensez-vous de la gestion de cette crise sécuritaire à l'Est par la communauté des États de l'Afrique de l'Est et des États de l'Afrique australe, puisque ce sont deux communautés très impliquées dans cette situation que vivent leurs voisins congolais? C'est à saluer.
Je pense que ça doit faire un peu tache d'huile ailleurs. Moi, je donne toujours l'exemple de cette partie de l'Afrique de l'Ouest, avec les voisins maliens, les Burkinabés et les Nigériens. La CEDEAO, c'est vrai, n'était pas les bienvenus au départ, mais je pense que cela n'empêche pas que la CEDEAO d'être beaucoup plus présente. C'est pourquoi il faut saluer le fait que ces organisations-là, dans cette partie de l'Afrique de l'Est et du Sud, s'impliquent. Parce que, rappelons-nous, du côté des États-Unis, il y a quelqu'un qui va prendre les rênes à partir du 20 janvier. Il s'appelle Donald Trump. C'est quelqu'un qui se soucie peu de ce qui se passera à RD Congo. Ce n'est pas le cas de Biden. C'est pourquoi je pense que des initiatives de ce genre, pour les 4 prochaines années, il faut les encourager, faire en sorte que les gens se donnent les moyens. Parce qu'il ne faudra pas compter sur Donald Trump, surtout au niveau des Nations Unies. Lui, ce n'est pas sa tasse de thé. Et j'ai envie d'interpeller Ibrahima Kamara sur juste un point. Quelle perspective dans la poursuite de la traque aujourd'hui contre les ADF? Alors, moi, je crois en une chose, c'est que même si les pays de la sous-région acceptent de nouer des collaborations ou mettent en place des armées conjointes, les Congolais doivent comprendre que personne d'autre ne viendra mener cette guerre à leur place. On a beau avoir des missions de maintien de la paix, on a beau avoir des armées conjointes qui viendront les appuyer, mais seuls les Congolais devront être au devant, devront être en première ligne pour mener cette guerre en profondeur, mais aussi pour régler définitivement cette guerre. Il faut que Tshisekedi comprenne qu'au-delà de la réforme, Thior l'a dit, il lui faut des armes, certes, mais aussi au-delà des armes, il lui faut des hommes courageux, des hommes aguerris, des professionnels, une armée bien lotie pour mener cette guerre. Donc, pensez à des solutions congolaises, en tout cas à ces problèmes que traverse le Congo. En seconde partie de l'émission Le Débrief, nous irons au Mozambique où une crise post-électorale sévit avec des manifestations de l'opposition ayant même occasionné des morts. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Mamadou Thior, quelle lecture est-ce que vous faites de la crise post-électorale qui sévit présentement au Mozambique? Mais ça a tout l'air d'une usure du pouvoir du Frélimo. Parce que quand on a déjà un pays depuis son indépendance il y a 50 ans, c'est trop de penser que bon, changer d'homme, ça règle le problème. On a vu ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle. Vraiment, le score de Daniel Chapo, même si c'est un homme à la limite neuf qui est sorti de nulle part, 70%. Après que ce parti-là ait fait main basse sur le pays pendant 50 ans, c'est quand même aller chercher trop loin. Avec 20% pour l'opposition. Absolument. Et je pense que cette fois-ci, il n'avait pas en face la Renamo. Un peu deux partis qui ont fait la guerre pour l'indépendance du pays, mais il y avait un homme neuf qui s'appelait Modlane et qui galvanise les foules. Je pense que quelque part, on peut douter que ce scrutin a été quelque part truqué parce qu'il faut dire les choses telles quelles. Et c'est ça qui explique le ras-le-bol des Mozambicains. Surtout les jeunes, quand on voit comment ils sont déterminés en manifestant pendant des jours, parce que ça aurait été dans un autre pays, au bout d'une semaine, la contestation est terminée. Mais là, on voit que les gens sont décidés, malgré la répression, plus de 30 morts maintenant. Et quand vous interrogez les gens, ils vous disent « nous en avons marre ». Et d'ailleurs, un décret a été pris pour suspendre les manifestations. Oui, dans mais le ça pays. n'empêche absolument. Parce que face à un peuple déterminé, vous avez beau prendre tous les artifices, les gens sont déterminés. Parce que là, quand vous les interrogez, ils vous disent nous, on n'en veut plus parce que par 50 ans, on est plus pauvre que jamais. Et ça veut dire que le Frélimo a échoué. Mais vu que les résultats, en tout cas, dont Thior parlait tout à l'heure, à savoir 70% pour le Frélimo, ont été confirmés par la Commission électorale nationale, est-ce qu'aujourd'hui, donc, face à la situation actuelle, les manifestations peuvent constituer la solution? Alors, je crois que les jeunes n'ont tout simplement pas le choix, puisque si vous suivez un peu cette actualité, on se rend compte que les manifestants sont pratiquement tous des jeunes qui font face à ce pouvoir qui est là depuis plus d'un demi-siècle quand même. Et
lorsqu'il parle, vous sentez qu'il parle avec le cœur. Donc cette manifestation, à mon avis, est loin de s'estomper, malgré l'agression du régime en place, malgré sa volonté de mater les manifestants. Les jeunes sont tout le temps déterminés. Et comme l'a dit Thior, leur message n'est pas bien perçu, à mon avis, par le régime en place. Vous entendez des jeunes qui vous disent, oui, on est né ici. Un jeune qui est né dans une maison, qui a grandi là-bas, qui continue de vivre là-bas, où son père a vu le jour, où son père a vécu, son grand-père, etc. Et eux, ils n'ont aucun avenir devant eux. Et donc, ce cri de cœur n'est pas entendu par le régime en place qui continue de s'entêter, qui malheureusement est en train aussi de faire des bavures. Que vous inspire aussi cette attitude de l'opposition depuis la victoire du Frélimo, puisque Thior l'a rappelé tout à l'heure, l'actuel opposant également qui refuse de reconnaître ces résultats-là. Ces appels en tout cas à la contestation ont été bien entendus par ces jeunes-là, ce qui aspire à autre chose, qui aspire au changement. Oui, j'aurais compris l'interdiction de ces manifestations de la part de l'État s'ils avaient permis à l'opposition Moundou Leno de quand même déposer sa contestation. C'est ce qu'ils n'y ont pas permis. Son avocat a été froidement abattu lorsqu'il voulait quand même porter cette contestation. Vous voyez que c'est un peu compliqué aussi. On ne peut pas interdire tout et demander à la personne voilà, de se taire ou de le museler tout simplement, alors qu'il a quand même des droits. Je pense que le Frélimo doit revoir quand même sa copie et sa démarche et permettre quand même à l'opposition aussi de s'exprimer librement ou alors de porter ses contestations à qui de droit. Mais si l'opposition, le Moundou Leno n'a aucune autre voie de recours, mais ils ne peuvent que descendre dans les rues. Et malheureusement, les jeunes sont en train d'être tués. Et Thior, quelle responsabilité aujourd'hui en Afrique, surtout des instances chargées d'organiser les élections et même des juges constitutionnels, puisque aujourd'hui on peut donner l'exemple du Sénégal où carrément aujourd'hui le Conseil constitutionnel, à travers les 7 sages en tout cas, a sorti le pays de ce qui ressemblait à une impasse. Tout à fait, je pense que le cas du Sénégal est un exemple à donner par rapport au fait que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Cette élection, si le Frélimo l'a perdu, je ne vois pas pourquoi les sages puissent adouber Daniel Chapo. Je pense que par rapport aux contestations, les gens ne le font pas de gaieté de cœur. C'est parce qu'ils en ont ras-le-bol, parce qu'il y a eu des élections auparavant. Donc le Frélimo a été toujours donné gagnant. Est-ce que c'était le cas ou pas? Mais cette fois-ci, ils se sont dit, cette fois-ci, c'est trop gros pour passer. Parce que, bon, vous savez, le président sortant, il a fait ses 2 mandats, Felipe Nyusi. Donc là, il ne pouvait pas se représenter. Ce qui est bien, c'est ce qu'il faut saluer. Parce qu'il y a dans des pays, on voit des présidents qui s'éternisent au pouvoir. Au moins là-bas, c'est bien pour le Frélimo de chercher un candidat autre que le président sortant parce qu'il a fait ses 2 mandats. Mais cela dit, il faut que ce qu'on appelle les Sénats ou les CENI, Commission électorale nationale autonome ou indépendante, jouent le rôle pour que le scrutin soit le plus transparent possible. Parce que quand un régime a fait 50 ans, pourquoi vouloir faire à coûte que ce régime-là puisse continuer? Parce que fatalement, dans une démocratie, il faut de l'alternance. Je pense que les Mozambicains ont la chance maintenant que le mano à mano entre le Frélimo et le Renamo ait été un peu mis à l'écart parce que le candidat de la Renamo ne fait plus le poids. Modlane est venu comme un homme neuf. Ça veut dire qu'il y a une soif d'aller vers une vraie démocratie. Mais malheureusement, quand on voit ce que la commission électorale a joué comme rôle et le juge du jeu électoral, le conseil constitutionnel, bon, on est très très déçus. Et aujourd'hui, ces manifestations ont occasionné plusieurs morts et même des dizaines de blessés, ainsi que le saccage de biens publics. Quelle lecture vous faites de l'impact de cette crise post-électorale sur la situation économique surtout du pays? Déjà que la situation économique est une situation très très difficile parce que le Mozambique fait face, ne l'oublions pas, à un peu ce qu'on appelle le terrorisme dans une partie du pays. Donc, et on voit que... Dans la zone du Cap Delgado. Tout à fait. Et on voit que, bon, les populations, la plupart du temps, essaient de chercher les diables même pour lui tirer la queue. Parce que vous les interrogez pendant cette crise, ils vous disent, mais on ne vit plus. C'est les gens du Frélimo qui
continue à truster toutes les richesses de ce pays. Donc il faut que ça cesse. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec l'effet des réseaux sociaux, les gens sont éveillés, ils voient ce qui se passe dans les autres pays, ils se disent qu'il y en a marre. Cette fois-ci, il faut que les choses changent. Pour maintenir l'ordre à l'occasion de ces manifestations, la police mozambicaine a eu à utiliser des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants qui bloquaient des fois les voies publiques. L'ONU d'ailleurs a demandé la fin des violences et de cette répression policière-là. Que pensez-vous de la gestion de cette crise par les forces de l'ordre mozambicaines? Je parlais tout à l'heure des bavures qui quand même ont abouti à des morts quand même. Il y a des jeunes qui ont été tués et ça continue de plus belle. Et l'opposant aussi qui a été quand même empêché de sortir chez lui, Mundleno. Et donc ce sont des situations lamentables, vraiment très regrettables que vit ce pays à l'heure actuelle. Et je vois aussi une détermination chez ces jeunes qui ne sont pas prêts à baisser la garde et qui veulent vraiment en découdre avec ce régime qui existe depuis plus d'un demi-siècle, comme l'a dit Chor. Et la plupart de ces jeunes, d'ailleurs, en les voyant manifester, on sait qu'ils sont nés après les indépendances, bien après l'arrivée au pouvoir du régime en place. Même si El Chapo, qui est actuellement élu, lui aussi est né après les indépendances. Donc il y a un choc de génération qui ne dit pas son nom. Et ces jeunes-là aspirent réellement à un changement. Et ils veulent que les choses changent. L'insécurité, la pauvreté, la santé, l'éducation, l'économie qui est à genoux, ce sont autant d'ingrédients qui se sont réunis. Et actuellement, franchement, ils en ont marre. Et ils sont arrivés à bout. Et il faut impérativement que l'État essaie de trouver une solution. La police, je ne pense pas que la police pourra faire face à cette furie des jeunes. Et face à cette détermination aujourd'hui des jeunes et ces interdictions de manifester dans le pays, quelles conséquences selon vous de ces manifestations au Mozambique, surtout à ce rythme? C'est ce que je disais tantôt. Moi, j'ai peur qu'une guerre civile ne se réveille dans ce pays encore une fois. Malheureusement, si on en arrive là, ce sera vraiment regrettable. Et aujourd'hui, si l'État ou alors le nouveau pouvoir qui est arrivé en place essaye d'appeler peut-être l'opposant Mundleno pour essayer de négocier avec lui ou s'asseoir autour d'un même table, peut-être que ça pourra un peu apaiser les tensions et essayer de relancer quand même, de redynamiser l'économie de ce pays, mais surtout le chômage qui gangrène les jeunes. Essayer quand même de donner un brin d'espoir à cette jeunesse pour apaiser un peu les esprits et les cœurs afin qu'on trouve une issue heureuse. Mais à ce rythme, j'ai peur qu'on aille droit au mur. Je pense que l'ancien président peut jouer un rôle et je pense qu'il est en train de s'activer. On verra ce que ça va donner. Par rapport à l'insécurité, parce qu'on a vu que par rapport au modèle démocratique quand même, le modèle par à-coup a donné un peu un brin d'espoir. Mais par rapport à ce qui s'est passé pour cette élection, les gens sont restés un peu sur leur faim parce que les résultats, beaucoup d'observateurs, et on les a entendus d'ailleurs, ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé parce que les observateurs ont dit ce qu'ils ont vu sur le terrain par rapport à la sincérité des scrutins. Je pense qu'il y a beaucoup à revoir. Et le président Chissano peut s'impliquer parce qu'il fait le tour de beaucoup de pays et même du monde pour un peu prêcher la bonne parole en termes de démocratie. Je pense qu'il faut qu'il soit écouté parce que c'est un fils du pays pour faire en sorte que ce que Camara redoute, parce qu'aujourd'hui, on se rappelle du temps de Jonas Savimbi qui dirigeait la Renamo. Cette guerre fratricide, guerre civile. Et à côté aujourd'hui de ces propositions-là également, vu que les résultats ont été annoncés en tout cas par la Commission électorale nationale, quelle solution, mis à part ce que Ibrahima a développé tout à l'heure, quelle solution pour essayer en tout cas de sortir de cette crise post-électorale? Mais la solution c'est recompter les votes. C'est pas parce que les sages ont décidé que le Frélimo a gagné que fatalement c'est ça. Parce que souvent c'est pour faire plaisir au pouvoir en place. Je pense qu'avec des observateurs vraiment internationaux, faire en sorte qu'on puisse recompter et pour voir réellement est-ce que le Frélimo a réellement gagné avec cette ampleur-là, quel que soit le résultat, si on recompte. Parce que bon, entre-temps aussi, le temps file, c'est depuis un mois maintenant, les élections
on peut tripatouiller les votes. Plus le temps, plus ça dure, plus la solution sera difficile parce que les deux camps peuvent se radicaliser. On a vu d'ailleurs que le ministre de la Défense avait menacé dans un premier temps d'envoyer l'armée. Donc jusque-là, on l'a pas encore fait. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs qualifié les manifestants de terroristes. Voilà, ce qui fait que là, ça peut monter d'un cran la répression parce que déjà plus de 30 morts, c'est cher payé. Il faut faire en sorte d'arrêter cette escalade-là. Et Ibrahim, comment prévenir ces crises post-électorales qu'on rencontre dans certains, en tout cas, de nos pays africains? C'est tout simplement la sincérité de la volonté exprimée par le peuple. Puisque si les populations se rendent aux urnes et aspirent à un réel changement et qu'arriver les pouvoirs en place se permettent de truquer les résultats des élections, ça ne peut que finir de la sorte, Daouda. Et donc aujourd'hui, les hommes politiques qui sont au pouvoir doivent comprendre ce que Thior disait tout à l'heure, que nous sommes à un moment décisif du tournant du monde, fait que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Les nouvelles technologies ont créé un déclic chez les humains. Personne ne peut duper personne aujourd'hui dans ce monde actuel. Et il est important que les hommes politiques respectent la volonté exprimée par les populations et leur remettent le pouvoir pour que ces derniers puissent se sentir vraiment des citoyens à part entière. Et comment à faire respecter la sincérité, en tout cas, des choix faits par ces populations-là? Mais c'est par la mise en place d'institutions libres et indépendantes. Libres, pas entre guillemets, comme disait Thier, pas un Sénat ou un CENI tout simplement, non. Mais en réalité, qui sont libres et qui sont là vraiment pour la sincérité des urnes. Mais si on est dans des pouvoirs où tout tourne autour d'un même régime, autour d'un groupuscule de personnes, mais ils vont tout le temps s'agripper au pouvoir et ça peut très très mal finir. Par rapport aux institutions fortes dont parle Ibrahim, le problème est-ce des institutions fortes ou les hommes qui incarnent ces institutions-là? Le problème est à ce niveau parce qu'une institution ne vaut que par la personne qui la dirige. Une CENI ou une Sénat peut être moribonde, mais si vous nommez un Daouda qui a de la poigne, qui ne se laisse pas faire, mais forcément il tire cette commission-là par le haut. Ce qui est mauvais, c'est de mettre des bénéficiaires à la tête de ces institutions-là. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans pas mal de pays africains, ce qui fait qu'on a un simulacre de démocratie. Et ça se déteint sur ce que nous voyons des lendemains électoraux ensanglantés. Parce que vraiment, une élection... Les États-Unis viennent de faire une élection présidentielle. Est-ce que vous avez entendu un seul mort? Il n'y en a pas eu. Peut-être la personne qui voulait tuer Donald Trump et qui a été abattue, et ça, c'est normal. Un des candidats, vous voulez l'abattre, on vous abat. Mais pour une élection... Le Sénégal ou des élections législatives pour lesquelles, dès la soirée, les opposants ont félicité le parti au pouvoir pour sa victoire. Et ça, vu des autres pays africains, ils sont jaloux. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit? Les gens votent et vous restez une semaine, voire deux, avant d'avoir que les premières tendances. Et ça aussi, moi je dis, ça participe à un peu ces suspicions autour de la sincérité des résultats. Je pense que, je le dis souvent à nos confrères et consoeurs africains, il faut que les gens se battent pour avoir le modèle du Sénégal. Dès la fermeture des bureaux de vote, on affiche les résultats devant les bureaux, ça tombe dans le domaine du public. Il n'y a absolument rien qui n'empêche de donner ces... Les gens sont battus en 2000 pour avoir... Au Sénégal, nous sommes battus en 2000, c'est depuis lors. Quand Abdoulaye Wade a voulu remettre ça en cause en 2009, on se le rappelle. Il a agité un peu cette idée-là qu'on ne va plus publier, mais la société civile s'est dressée. Les journalistes que nous sommes et les techniciens des médias nous sommes dressés pour dire qu'il n'est pas question qu'on remette ça en cause. Et je pense que c'est un modèle qui doit essaimer ailleurs et ça participera au fait que les scrutins seront de plus en plus quand même transparents. Et qu'en est-il? Vous avez abordé tout à l'heure un point important, à savoir l'implication des sociétés civiles, surtout dans nos sociétés. On constate aujourd'hui, face à des situations de tension ou de blocage institutionnel, les sociétés civiles africaines ou bien même au Sénégal, les acteurs de la société civile ont eu à jouer en tout cas des rôles assez importants en s'impliquant dans la résolution de la crise. Aujourd'hui, quelle responsabilité de la société civile mozambicaine ou des acteurs de cette société civile face à la situation que traverse le pays? Malheureusement, sur place, la société civile n'est pas aussi dynamique que chez nous.
Et c'est là où le bas blesse, parce qu'il faut, c'est soit une société civile balbutiante, qui n'est pas très imprégnée des questions électorales. Et ça, je pense que le Sénégal a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là pour aider ces sociétés civiles-là à acquérir de l'expérience, parce que ça va beaucoup aider. Parce que je pense que quand la société civile s'implique, les armes n'ont pas leur place, parce qu'ils arriveront à faire entendre raison aux deux parties en disant aux uns et aux autres, en les mettant face à leurs responsabilités. Et bon, malheureusement, c'est une société civile qui, quand c'est inexistant, quand elle est inexistante dans pas mal de pays, ça se déteint. Et voilà les résultats, une crise de ce genre qu'on voit au Mozambique, parce que simplement, il n'y a pas un peu ces mécanismes-là pour arriver à faire entendre raison aux deux parties en conflit. Et Ibrahim, quelle issue à cette crise post-électorale? Tu le rappelais tout à l'heure, jusque-là en tout cas, depuis plus d'un mois en tout cas, on n'arrive pas encore à faire entendre raison aux deux parties. Quelle issue à cette crise au Mozambique? Tu as parlé du recomptage des voix, mais comme il a dit, moi aussi je pense que plus le temps dure, plus on s'achemine vers un pourrissement de la situation. Et peut-être que le Frélimo compte sur ça pour espérer faire décourager les manifestants. Mais la seule issue n'est rien d'autre que de trouver des émissaires qui vont essayer de faire de la médiation et se retrouver autour d'une même table avec l'opposant, le principal opposant, afin qu'une issue heureuse soit trouvée. Puisque si l'opposition appelle au calme, j'espère que les jeunes pourront un peu se calmer. Mais tant qu'il n'y a pas une négociation qui est initiée, surtout de la part du Frélimo, la situation risque de dégénérer et de s'empirer. Et donc, vous avez parlé du modèle sénégalais, qui est un très bon modèle, qui peut être exporté à d'autres pays d'Afrique, qui a les mêmes réalités que le Sénégal. Et donc, je crois que les Africains peuvent vraiment s'inspirer de ce modèle afin d'éviter des crises post-électorales. Et tout à l'heure, vous avez parlé de possibilités, en tout cas, de trouver une issue si le Frélimo venait à tendre la main au principal opposant. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne devrait pas d'abord passer par un arrêt ou une suspension, en tout cas, provisoire des manifestations, le temps d'essayer pour les deux parties de se retrouver? Oui, bien sûr, ça pourrait calmer les jeunes, c'est ce que je disais, puisque le principal, si le principal opposant appelle à un calme, puisque lui qui a appelé aux manifestations, donc il peut jouer ce rôle-là. Donc le régime en place peut l'appeler pour une négociation. Il faudrait qu'il ait au moins des garanties de la part du Frélimo. Oui, comme d'habitude. Après, c'est une question de confiance aussi. Un parti qui est ici depuis plus de 50 ans aussi, les jeunes sont en train de dénoncer beaucoup de mots qui sont causés par ces mêmes personnes qui sont là depuis Mathusalem. Donc vous comprenez que c'est une question de confiance. Il faut que la confiance soit mutuelle pour qu'ils puissent se retrouver autour d'une même table, appeler au calme et à la sérénité et regarder dans l'avenir. Vous voyez, et donc essayer de trouver une issue heureuse à cette question. Appeler au calme, à la sérénité pour essayer de trouver une issue heureuse pour le Mozambique et les populations mozambicaines. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Ibrahima Kamara, journaliste spécialisé en relations internationales. Merci encore Ibrahima d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie d'avoir. Un plaisir aussi d'avoir partagé le plateau avec vous. Un plaisir aussi Mamadou Thior d'avoir partagé le plateau avec vous. Vous êtes un confrère, journaliste et analyste politique. Merci également Thior d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup Daouda. Merci aussi à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.